Cette législative, on ne l'avait pas prévue, on ne l'avait pas pensée, on ne l'avait pas désirée. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, quand Jean-Louis avait été candidat, je l'avais soutenu extrêmement activement. Je me rappelle d'ailleurs d'une discussion avec un grand journaliste de La Voix du Nord. Je crois que c'était aux Arcades, on avait mangé, il m'avait dit « mais qu'est-ce que tu vas faire aux législatives ?» Et j'avais répondu « je soutiendrai Jean-Louis Borloo parce que je soutiens toujours le meilleur candidat pour le Valenciennois. » Et je pense qu'à l'époque, celui qui était le plus amène de représenter et de défendre Valenciennes, puisque député c'est un vrai travail, c'est un vrai métier, c'est une vraie présence, c'est une vraie légitimité. À l'époque, le plus légitime, celui qui avait le plus gros réseau relationnel, celui qui pouvait ramener le plus à Valenciennes, c'était Borloo. Et il était logique à l'époque que je le soutienne. Surprise, il a pris la décision de se retirer de toute responsabilité politique. Et on se retrouve là dans une législative imprévue, non désirée et obligatoire. J'hésitais honnêtement à y aller. Non pas que je me défausse de mes responsabilités, mais c'est quand même un engagement, c'est quand même un changement de vie. Moi, je suis médecin généraliste et devenir député, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un boulot à plein temps. C'est un boulot dans lequel on ne doit pas mégoter. Il y a quand même 20 communes. Je ne vais pas tous vous les citer, mais ça va quand même de Condé à Prézaux, de Prézaux à Petite-Forêt, avec toutes les communes qui sont entre deux. Ça fait 85 000 électeurs de mémoire. Ça fait beaucoup de gens à représenter, beaucoup de gens à aller rencontrer. Ça fait beaucoup de gens à défendre. Il faut évidemment, le travail d'un député, c'est un travail législatif. Il faut donc aller à Paris, parce que sinon, à quoi ça sert d'être député? Mais il faut être également beaucoup sur le terrain à Valenciennes. Et il faut le reconnaître, ça fait bien une dizaine d'années qu'on a un représentant à Paris, dans les ministères, mais on n'a plus de députés présents sur le terrain, parce qu'il n'y avait pas de permanence, il n'y avait plus de rencontres avec les gens. Et je pense qu'un nouveau député sur Valenciennois se doit de rétablir cette légitimité de terrain, cette obligation de terrain, ce travail que les gens attendent. Donc cet engagement, cette volonté d'y aller, croyez-moi, elle y était, mais pour aller aux législatives, eh bien, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même situation que d'aller au municipal. Au municipal, vous faites une équipe, 43 à Valenciennes, moins à Onnain, Aubry, je vois des représentants d'un peu toutes les communes ici, Carouble, Saint-Saulve. C'est une équipe, c'est un programme. C'est définir un programme qui correspond à ce qu'il faut faire de mieux à Valenciennes, à Carouble, à Saint-Saulve, etc. Député, c'est également avoir une vision de la France, c'est également avoir des idées au niveau de la France à défendre. Et comme vous le savez que je suis un indépendant depuis maintenant une dizaine d'années, même si tout le monde connaît mes attaches gaullistes, j'ai rassemblé autour de moi, essayé d'avancer parce qu'il y a des gens qui sont derrière et qui n'arrivent plus à avancer. C'est dommage parce que je ne suis pas sûr que tout le monde m'entende dehors. Il y a un haut-parleur dehors? C'est déjà bien. Député, c'est également défendre des idées nationales. C'est finalement, qu'est-ce que vous pensez sur tel texte de loi? Qu'est-ce que vous allez défendre dans tel domaine? Quelle sera votre position sur telle politique économique, telle politique de société, telle politique vis-à-vis du chômage? Et je voulais absolument présenter autre chose, des idées qui pouvaient avoir une portée nationale. Et on en avait discuté avec des maires de l'arrondissement, avec des conseillers municipaux, des adjoints, pour savoir quel était finalement le meilleur suppléant possible. Et j'étais arrivé à la conclusion que
si on voulait montrer que le Valenciennois méritait un engagement complet, intense, eh bien il fallait être capable de montrer également qu'on était dans la possibilité d'aller chercher ailleurs également des compétences reconnues, des compétences qui pourraient éventuellement avoir une action forte pour le Valenciennois. Et c'est pour ça que j'ai été chercher mon suppléant, qui est sur l'affiche, vous avez pu le lire dans la presse, qui est Denis Père. Qui est Denis Père? Alors vous savez que on est obligé de se présenter par deux. On peut faire homme-homme, femme-femme ou homme-femme. C'est la société qui veut ça, mais c'est la politique qui veut ça aussi. Et moi, j'ai été chercher un homme de grande capacité, de grande qualité, qui a fondé 2 fois une entreprise qui a été cotée à la Bourse de New York, 2 fois une entreprise qui a été leader mondial. L'emploi dans le Valenciennois, c'est un vrai problème. Il faut se promener dans les quartiers. Il faut se promener à Onin, il faut se promener à Quievrechin, il faut se promener à Condé. Il faut se promener partout. Et vous apercevez que l'emploi, c'est notre premier problème. Pas notre seul problème, mais notre problème prioritaire. Quand on n'a pas de quoi faire nourrir, on n'a pas de quoi nourrir sa famille, on est dans un vrai problème. Quand on ne peut pas loger sa famille dans des conditions décentes, on est dans un vrai problème. L'emploi, c'est la première bataille que doit mener notre député. La première. Vous vous rappelez en 88-89, on sortait des années 80, on avait un taux de chômage de 18%, et oui, comme maintenant. On avait toute la métallurgie, sidérurgie qui avait fermé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les hauts fourneaux et tout ce qui en dépendait, c'était 35 000 emplois. On a eu un travail énorme, toute l'équipe, et on a, je crois, bien gagné. Et je suis fier d'en avoir porté une partie. On a fait redescendre le chômage. Il n'y a eu qu'une faiblesse dans la reconstruction du Valenciennois, une faiblesse importante, c'est qu'on a respécialisé le Valenciennois encore dans l'industrie, mais c'est là notre force, hein, depuis 1707, la révolution industrielle, elle est sur le Valenciennois. Mais là, on a spécialisé un peu trop, on n'avait pas refusé qu'elles allaient aux entreprises de venir, hein, mais dans tout ce qui est transport. Alors le transport, c'est les ANF qui sont devenus Bombardier, c'est Alstom, c'est Sevelnor, c'est Toyota, c'est Augura, etc. Et quand on regarde bien, on est de nouveau dans une culture industrielle dans laquelle il y a plus de 30 000 emplois dans le même domaine. 30 000 emplois dans le même domaine et on est en pleine crise automobile. On est en danger. Et il faut donc aller chercher des emplois ailleurs que dans ce domaine. D'où l'idée de Denis Père. Vous savez, on a fondé, à l'époque où j'étais à Valenciennes Métropole, les ateliers numériques. On a été les visiter avec Denis Père tout à l'heure, on a été reçus par les chefs d'entreprise. On a pensé qu'il fallait développer, donc on a fait 3 écoles, avec Supinfogame, Supinfocom, et puis la 3e, qui je ne me rappelle plus son nom. Voilà, 3 écoles de très très grande qualité. Les gosses, on les forme, ils viennent de la France entière. Et puis une fois qu'ils ont fini, on a discuté avec les entreprises, ben, hop, ils s'en vont à l'extérieur. Et on a perdu à la fois l'argent qu'on avait mis pour les former, et surtout, on a perdu des gens qui avaient la capacité de créer des choses dans le Valenciennois. Et je pense que dans ce domaine, on a le moyen de pousser les feux, on a le moyen de pousser des idées, de pousser des entreprises. Je vais vous présenter, par l'intermédiaire de 2 petits films, vous l'aurez en direct le 18, par l'intermédiaire de 2 petits films que vous pouvez regarder sur l'écran là, Denis Père. Donc la parole est à la télévision.
Merci Didier pour cette brillante introduction. Moi j'aimerais dire déjà que je suis enchanté d'être de retour dans le Nord. C'est une région que je connais bien, même si je n'en suis pas originaire. Moi, je suis lyonnais au départ. Mais j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises de la région, en particulier dans le cadre de ma deuxième société, Kiala, qui est devenue un leader européen puis mondial dans le cadre de l'américain UPS dans le domaine de la logistique pour l'e-commerce. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises comme 3 Suisses, qui était avec lequel j'ai monté un programme de coopération, le groupe Redcat aussi, Quell, j'ai vu malheureusement la chute de Quell, j'ai travaillé avec Damar, et puis beaucoup de sociétés de distribution de la région. Et j'ai toujours été frappé par la résilience des gens du Nord, outre l'accueil bien connu des ch'tis, la résilience formidable dont a parlé Didier d'ailleurs, pour le Valenciennois, mais qui est vrai pour l'ensemble de la région, cette capacité à rebondir, à trouver des pistes de sortie quand les industries traditionnelles disparaissaient, que ce soit la sidérurgie, le textile, une vraie capacité à trouver des solutions. Et aujourd'hui, le pays devrait s'inspirer de cette capacité à rebondir, parce que le pays a besoin de rebondir. Et ce constat, c'est clairement l'origine du mouvement du citoyen, qui est un appel au réveil citoyen, qui date du mois d'octobre dernier. Nous étions une centaine de citoyens issus de toutes les catégories socio-professionnelles à appeler un réveil citoyen face à un pays qui n'arrive pas à se réformer, qui n'arrive pas à entrer dans le 21e siècle, et avec une situation qui pénalise aujourd'hui les Français au quotidien, avec en particulier un taux de chômage colossal, scandaleux, plus de 5 millions de chômeurs dans toutes les catégories, 177 000 chômeurs de plus l'année dernière, probablement autant encore cette année, près de 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, tout ça dans un pays qui a absolument tout pour réussir. La première tribune qu'on a publiée était intitulée « La France, une surdouée qui s'ignore ». Et où évidemment je m'appuie sur mon parcours personnel pour affirmer ces convictions. J'ai eu la chance de démarrer à l'âge de 27 ans avec 10 000 euros. J'ai démissionné de la société qui m'employait à l'époque. Je suis parti avec un associé à la conquête du monde et ça a marché. On a créé un leader mondial dans le domaine du logiciel qui s'appelle Business Object, qui a été coté en bourse aux États-Unis, dans un domaine dans lequel les Français, les Européens n'avaient jamais rien fait. On a même été nommé entrepreneur de l'année aux États-Unis aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg. Ensuite, j'ai créé une association d'entrepreneurs, Croissance Plus, l'équivalent européen, Entrepreneurs for Growth à Bruxelles. J'ai recréé une entreprise, donc Kiala, qui est devenue leader européen, leader mondial. À chaque fois, on s'est lancé dans des secteurs dominés par les Allemands et les Américains, où on n'avait aucune légitimité en tant que Français. Et à chaque fois, on y est arrivé, on a réussi à jouer en Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'on avait avec nous des Français. Et que les Français, ils ont un cocktail de talents exceptionnel. Ils ont une capacité d'engagement exceptionnelle déjà. On s'est créé la réputation de cossards, de gens pas très travailleurs aux quatre coins du monde avec les 35 heures, malheureusement. On a dévalorisé le courage des Français et leur capacité d'engagement. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs dans tous les pays du monde, des Anglais, des Allemands, des Américains. Je peux vous dire, à 6 h du soir, souvent, il n'y avait plus personne. Les Français, à 7 h, à 8 h, à 9 h, ils étaient encore là. Quand on crée un environnement motivant, c'est notre côté latin, les Français, ils s'engagent et ils travaillent. On a une créativité exceptionnelle, alors qui est connue et reconnue souvent dans le monde artistique, mais qui est vraie aussi dans le monde industriel. On a co-inventé l'aviation, on a co-inventé l'automobile, on a inventé le cinéma, la photographie, on a une vraie tradition d'innovation industrielle. On est capable de surfer sur toutes les révolutions technologiques et en particulier la révolution numérique sur laquelle j'ai surfé moi pendant 22 ans dans 2 secteurs différents. Et puis on a une capacité à maîtriser la complexité qui est extraordinaire. Les développeurs informatiques français, par exemple, sont parmi les meilleurs de la Silicon Valley. C'est pas par hasard. C'est parce qu'on a un esprit de synthèse exceptionnel, un esprit cartésien que n'ont pas tous les pays, que n'ont pas tous les peuples. Et tout ça nous donne des atouts formidables qui fait qu'on a tout pour réussir dans la mondialisation, qu'on a tout pour réindustrialiser le pays et retrouver à nouveau le plein emploi. C'est ma conviction profonde. Et c'est terrible, effectivement, de voir qu'un Jean-Louis Borloo, qui au début de sa carrière incarnait complètement ce discours de renouveau de la vie politique, malheureusement n'a pas su, de toute évidence, organiser sa succession et qu'on retrouve finalement les mêmes travers. Et puis on a une classe politique qui est dominée par un autre profil. Alors on a la chance d'avoir en France des fonctionnaires de très grande qualité. Moi j'ai beaucoup voyagé, travaillé dans beaucoup de pays. On a des fonctionnaires en France qui ont un vrai sens de l'intérêt général. Et c'est un véritable atout pour le pays, c'est un véritable potentiel qui est d'ailleurs selon moi très largement sous-exploité, sous-utilisé. Mais on a aujourd'hui beaucoup trop de fonctionnaires en politique, pour des raisons toutes simples, mécaniques. Hein. Quand on est fonctionnaire élu puis battu, on retrouve son job avec l'ancienneté.
Donc on se retrouve avec à l'Assemblée 55% de fonctionnaires, alors qu'ils ne représentent que 21% de la population active. Pratiquement 3 fois plus que ce qu'ils représentent dans la population. Et ça a des conséquences très concrètes. Ça veut dire qu'on a des dirigeants politiques qui ne connaissent que le fonctionnement très traditionnel de l'État, très centralisateur, très archaïque. Ils connaissent par exemple que la méthode de gestion des ressources humaines de l'administration, qui est le GVT, le glissement vieillesse-technicité. Ça fait très longtemps que les grandes organisations modernes ne cherchent plus à promouvoir uniquement sur la base de l'ancienneté. On sait très bien que ça ne marche pas. Donc ils ne connaissent que le GVT. Ils ne peuvent pas imaginer une administration moderne, décentralisée, digitale. Ils ne connaissent pas l'entreprise. Souvent, vis-à-vis de l'entreprise, ils ont des relations de méfiance. Ils imaginent des solutions technocratiques pour résoudre les problèmes du chômage. Ils ne connaissent pas le monde. Ils sont souvent séduits par un discours de repli sur soi. Donc, il faut, là aussi, des mesures fortes pour diversifier la vie politique. Et donc, on a fait des propositions. Nous, citoyens, finalement, on a fait le travail qu'auraient dû faire les partis de gouvernement. On a sélectionné 9 thématiques pour construire un programme de réforme du pays assumé, en faisant le travail de pédagogie que n'ont pas fait les partis de gouvernement, en sortant du déni. Et la première thématique sur laquelle on s'est exprimé, c'est le fonctionnement de la vie politique précisément. On a proposé par exemple qu'on ne puisse pas faire plus de 2 mandats exécutifs successifs, pas plus de 3 mandats dans une vie, ce qui est déjà beaucoup, hein, parce que 2 mandats de maire c'est 6 ans, c'est 12 ans, un mandat de député c'est 5 ans, c'est 17 ans, c'est déjà pas mal, mais c'est le maximum pour éviter une hyper-professionnalisation de la vie politique et les travers qu'on observe avec des partis politiques qui s'enferment dans le déni et qui refusent de faire le travail de réforme nécessaire. On a proposé aussi, pour diversifier la vie politique, que des fonctionnaires élus démissionnent, par exemple, ce qui se passe dans 26 pays d'Europe. Les Anglais vont même plus loin que ça, ils proposent qu'un fonctionnaire candidat démissionne. On ne va pas aussi loin. On a soumis ces propositions à la société civile, à nos adhérents. On a eu plus de 2000 réactions écrites à ces premières propositions. On a eu 8000 contributions, 8000 votes sur ces propositions. Ensuite, on a continué à s'exprimer sur d'autres sujets. On s'est exprimé ensuite sur l'éducation, qui est un vaste sujet aussi, où on est un des pays qui dépense le plus parmi les pays développés, hein, pratiquement 30 milliards de plus que nos voisins anglais et allemands à population d'élèves équivalents, 10,5 millions d'élèves en primaire et en secondaire. 30 milliards d'euros, c'est à peu près le budget de la défense. Hein. Alors on pourrait se dire qu'avec un tel budget, on a un système formidable qui fonctionne parfaitement. Ce n'est pas du tout le cas. On a un des systèmes les plus injustes socialement des pays développés, les plus injustes socialement, comme l'a montré PISA. On a un système éducatif qui produit chaque année 150 000 décrocheurs. 47% d'entre eux sont des chômeurs de longue durée. Une grande partie d'entre eux sont des grands délinquants. Tout ça avec un des budgets les plus élevés des pays développés. Donc un vaste chantier aussi sur lequel on a fait des propositions. On s'est exprimé sur la lutte contre la précarité, qui est un vaste sujet aussi, parce qu'un pays bloqué, c'est un pays qui crée beaucoup de pauvreté. On a fait 50 propositions pour remettre l'Europe à sa juste place et pour éviter que l'Europe soit juste une tirelire qui permet à nos politiques de carrière d'aller chercher un énième mandat, où on envoie tous les recalés de la politique nationale, où on nomme comme secrétaire d'État aux affaires européennes les gens dont on ne veut plus au PS. L'Europe, elle n'est pas prise au sérieux par nos dirigeants politiques français. Les Français ont longtemps été des co-constructeurs de l'Union européenne. Le meeting du 18 vous permettra d'en savoir plus, mais j'ai voulu vous présenter le personnage. C'est quelqu'un de niveau international, c'est quelqu'un qui a fait la preuve partout où il est passé, et qui a réussi à finalement à créer une certaine surprise, parce que son parti qui partait de rien, qui était connu de personne, qui n'était pas relayé particulièrement dans la presse, c'était normal. Il y avait je ne sais plus combien de listes aux européennes, 22, parfois plus dans certains secteurs. Eh bien il se retrouve dans les régions 8e ou 9e partie de France, avec en gros dans les 1,5% de voix, ce qui est à la fois très peu et énorme dans une élection de celle-là, comme celle-là. Il a créé la surprise, et je peux vous dire que les politiques de niveau national s'y intéressent et le rencontrent régulièrement à leur demande pour comprendre quel est le phénomène. Mais moi, le phénomène, il est fort simple. Il correspond finalement à ce qu'on défend depuis très longtemps, tous ensemble. Qu'est-ce qu'on défend tous ensemble ? On défend des choses simples. On défend le fait de s'investir pour les gens, pas pour soi. On défend systématiquement de prendre à gauche ou à droite les meilleures choses. Je pense que, rappelez-vous, les municipales, depuis quelques 10 ou 20 ans,
On a eu des adjoints qui venaient du Parti Socialiste, on a donné des responsabilités comme vice-président à l'agglo, à des élus communistes de Valenciennes. On cherchait systématiquement à donner la meilleure responsabilité à la personne la plus en adéquation avec le poste. On est vraiment dans la même philosophie. Quand Denis Père nous dit « il faut, pour que ça fonctionne, réformer le système politique français », je pense que fondamentalement, il a raison. Comment voulez-vous qu'on fasse tout? Comment voulez-vous qu'on soit à tous les postes? Comment voulez-vous qu'on soit un bon candidat si quand on est déjà élu à plusieurs postes, 2, 3, eh bien on est capable de se représenter au 4e parce qu'il se libère. Il faut additionner les compétences. Il faut aller les chercher. C'est obligatoire. Comment voulez-vous qu'un jeune député qui arrive à Paris puisse être efficace s'il n'a pas la capacité d'aller les chercher des gens comme ça? Comment voulez-vous qu'il soit efficace s'il est obligé de repartir sans arrêt pour des obligations sur une délégation extrêmement importante dans le Valenciennois? D'ailleurs, il y en a un qui en a tiré une conclusion fort simple, c'est quelqu'un à qui je le rends hommage. C'est quelqu'un qui n'est pas dans ma sensibilité politique et qui est maire, c'est Fabien Thiémet. Fabien Thiémet, il a dit la loi est fort simple. L'interdiction du cumul entre un poste de parlementaire et une fonction de responsabilité dans une collectivité locale est interdite. À partir de 2017, certes, mais la philosophie, elle est déjà posée. Puis de toute façon, avoir un CDD de 3 ans pour mettre quelqu'un d'autre après quelque part, c'est totalement inefficace. Ce que les gens veulent, c'est des CDI, pas des CDD. Rendez-vous compte, vous allez partir à Paris, vous allez défendre Valenciennes, vous allez défendre Audin, vous allez défendre Condé, Caroupe, Quiévrochin, Belin, Aubry du Hainaut. Et dans le même temps, vous allez devoir prendre un vice-présidence à l'agglo, la mairie de Valenciennes, autre chose. Bah, Fabien Thiémet, il a dit non, moi, en 2017, je vais choisir la mairie de Marly, donc je la choisis tout de suite. En 2017, je veux rester maire de Marly. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je prends un engagement formel devant vous, c'est de respecter la loi. Toute la loi et rien que la loi. La loi, elle dit quoi? La loi, je vous l'ai dit, elle dit qu'un député, eh bien, ou un sénateur, ou un député européen, il doit garder comme seule fonction exécutive, il ne doit pas avoir de fonction exécutive à côté. Il ne peut pas être président de l'agglo, il ne peut pas être maire, il ne peut pas être vice-président d'une agglo, il ne peut pas être président d'un conseil général, il ne peut pas être président d'un conseil régional. Il doit prendre un plein temps. Mais c'est logique. C'est logique. Regardez le Parlement français le mercredi après-midi. Il y en a quelques-uns qui, de temps en temps, sont tombés dessus par hasard ou qui y vont par plaisir. Vous voyez, alors que c'est le mercredi et qu'il y a la télévision, vous n'imaginez pas les autres jours, vous allez faire une dépression. Regardez, il n'y a personne sur les bancs. Il n'y a personne sur les bancs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout faire, tout simplement. Et donc, moi, je m'engage à être présent en permanence sur le terrain, avoir des permanences dans les communes, d'aller à votre rencontre et surtout faire le travail également à Paris de représentation du Valenciennois et d'aller chercher ce qui nous manque, le réseau relationnel qui nous permet de faire redémarrer le Valenciennois. Ça, c'était au niveau politique. Au niveau économique, au niveau relations humaines, Denis, je ne le connais pas depuis très longtemps finalement, parce qu'on l'avait un peu suivi pendant les municipales, parce qu'on avait vu monter le parti. On n'avait pas le temps d'aller commencer à aller le chercher. On a été le voir dans des meetings aux européennes et il est, vous le verrez, le 18, il est relativement impressionnant. Il y a du coffre derrière. Et puis c'est quelqu'un qui est très très humain. Et je voudrais profiter finalement de mon intervention ce soir et terminer par là. Ce que je vous demande,
c'est un respect fondamental de l'homme, des femmes et des hommes de notre territoire. Et prenez ça comme une philosophie globale et générale. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. On est tous égaux. On vient tous du même endroit et on va tous malheureusement au même endroit. Respectons tout le monde. Surtout, vous avez, je crois, 9 candidats et 9 suppléants. Je vous demande la plus grande gentillesse, le plus grand respect, la plus grande politesse avec l'ensemble des candidats. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que j'ai été très choqué. Oh, on est en désaccord, tout le monde le sait, avec l'un ou avec l'autre. C'est vrai, il y a des raisons, on a nos raisons. On a pu les exprimer, et puis le présent prouve qu'on n'avait pas toujours tort. On s'est fait bousculer, agresser, insulter par quelques-uns. Surtout, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Et si j'en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'on a pu aller aux ateliers numériques, qui est une formidable réussite de la Chambre de commerce avec la participation de l'ancienne métropole, j'en parlais tout à l'heure. C'est une réalisation qui est effectuée quand j'avais la chance d'être avoir une délégation générale à l'aglo. On a eu vraiment 2 heures avec les chefs d'entreprise qui étaient 2 heures extrêmement constructives, extrêmement sympathiques. Et puis derrière, on est allé, on a fait des cafés au centre-ville, parce que je voulais lui montrer ce que c'était que la vie de Valenciennes, et que se promener dans les rues, c'est important, aller au café, c'est important, aller voir les gens, c'est important. Et on a été au tennis. Et au tennis, ben, croyez-moi, j'ai eu la surprise de ma vie, il y avait un journaliste qui était là, il peut en témoigner. On s'est fait agresser. On voulait nous jeter dehors, on ne s'est pas laissé faire. Par un monsieur qui est président adjoint, il y en a 2, comme ça vous avez le doute, du tennis. Au nom de quelle raison, je ne sais pas, mais paraît-il qu'on n'a pas le droit d'être là. C'était interdit. Vous sortez. C'est inadmissible que vous soyez là. C'est un endroit public. Il y a une licence 4, donc c'est également un café. Tout le monde a le droit d'y rentrer. Et puis moi, j'étais tellement fier de ce qui s'était passé à Valenciennes, parce qu'à Valenciennes, il y a eu le tournoi international du squash. Et honnêtement, bah, c'est pas pour moi. Hein. Les gars, c'est des vrais sportifs. On était dans une chaleur extraordinaire, mais alors une manifestation de très très grande qualité. Donc j'étais fier d'aller montrer à Denis Père à la fois l'équipement et puis l'endroit où ces championnats du monde s'étaient déroulés, où j'avais passé une journée adorable avec des tas de gens différents. Et la surprise de cette agression exigeant notre départ immédiat m'a donné à penser qu'il fallait vraiment que je vous prêche la bonne parole ce soir. La politique, c'est défendre les autres, c'est donner son temps. C'est à la fois être un métier, mais c'est également quelque chose de très provisoire. C'est les gens qui vous choisissent. On n'est pas au-dessus des autres, on est comme les autres. Je le répète. Il faut absolument que quand vous voulez faire de la politique, ayez envie de donner, ayez envie d'aimer les gens. Il n'y a pas de haine normalement en politique. Tous les avis sont respectables. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'est un vrai message. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer ma vieille copine de 59 ans qui est Cécile Gallet, qui a fait son choix. Et pour vous montrer que la politique, c'est également l'affection et l'amour. Je l'embrasse publiquement devant vous, même si, politiquement parlant, je pense que notre duo, Didier Legrand avec Denis Père, on va pouvoir faire de grandes choses pour le Valenciennois. Traditionnellement parlant, il y a le petit pôle d'amitié. Donc, je vous propose de rester.
moi je vais passer avec les uns, avec les autres, et je suis prêt à discuter de tous les problèmes, de tout ce qui peut arriver. J'espère que vous viendrez très nombreux et que vous ferez venir énormément de gens le 18, parce que voir quelqu'un à la télévision 5 minutes, c'est bien. L'écouter dans un grand discours, dans une grande intervention, vous verrez que c'est mieux. Alors, vous ne posez pas de questions, mais je vais en poser une à votre place. Pourquoi un gars comme Denis Père vient à Valenciennes? C'est vrai, pourquoi un gars qui a fondé 2 entreprises de taille mondiale côté à New York vient à Valenciennes? Mais tout simplement parce que quand j'ai été le voir à Lille, je l'ai interloqué. Quand j'ai été le revoir à Paris, il m'a accueilli tout de suite en me disant, écoute, suppléant non, hein, mais on va discuter pour savoir si on a les mêmes valeurs et qu'on peut défendre une campagne municipale avec nous citoyens. Et je vais vous dire, pendant les 2 heures qu'on a eues ensemble de discussion, lui m'a convaincu que nous citoyens, c'était les valeurs qu'on devait défendre, de rénovation du monde politique, de vraies réformes, parce que les politiques c'est très simple, vous savez, on a tous connu ça. Avant d'être élu, ça vaut pour moi, hein, malheureusement, avant d'être élu, on vous promet tout. Mais une fois qu'on a le poste, surtout, on bouge le moins possible, parce que le changement, c'est demain. Mais c'est demain. C'est demain. C'est comme l'horizon. C'est toujours le lendemain. Alors que la France s'enfonce et qu'on a un vrai besoin de changement. Et au bout de 2 heures, Denis Père, il m'a dit « Allez, sors-moi des papiers, on va les signer, et la campagne électorale, on y va ensemble, on y va au nom de nous citoyens, on y va sur des valeurs. Ce n'est pas des valeurs d'exclusion, c'est des valeurs de rassemblement. On va aller chercher tout le monde, des socialistes, des UMP, des centristes, tout ce que vous voulez, mais surtout tous les gens qui finalement pensent que Valenciennois a besoin qu'on s'occupe de lui. Et Denis Père, il vient comme suppléant en Valenciennes, non pas parce qu'il va gagner quelque chose. Si vous voulez, si je suis député, je serai député à plein temps. Il n'est pas question que je cède ma place à Denis Père, parce que c'est très simple, vous savez. Député français, il y a que 2 façons de le remplacer. Si vous avez une démission, vous avez une élection. On l'a vu, c'est le cas. Il n'y a que 2 moyens. Et alors, dans les 2 cas, je ne suis pas pour. Le premier moyen, c'est d'être appelé comme ministre. Ça m'étonnerait qu'Hollande m'appelle comme ministre. Il faudrait un gros malentendu. Et même s'il m'appelait comme ministre, je ne le crois pas, je dirais non. Donc c'est déjà réglé. Et la deuxième, c'est encore pire. Il faudrait que je décède. Croyez-moi, je le soigne, ma santé est bonne. Je resterai député jusqu'en 2017.